Pour avoir un ordre d'idée, alors les marques de jeux vidéo innovent sans arrêt, une recherche technologique pour amener des images toujours plus spectaculaires et des sensations toujours plus fortes aux jeunes joueurs. Qui sont derrière ces jeux? Pourquoi ces jeux sont-ils si chers aussi? Parce qu'ils coûtent cher. Reportage de Luc Labose. On appelle ça un phénomène de société. Le jeu vidéo fascine la planète jeune. Courses, aventures, fusillades ou combats souvent très violents. En France, ils sont 2 millions à se mesurer régulièrement à une machine. Aujourd'hui, 3 adolescents sur 4 avouent être de véritables accros de l'exploit en vidéo. Le jeu vidéo, c'est comme un petit moment de détente. Rentre dans un personnage. C'est comme si c'était réel, quoi. On dirait carrément un vrai match. Formule 1, on se croirait dedans. Sinon, on dirait qu'on fait la course. C'est devenu la passion numéro 1. C'est très simple, c'était tout l'argent de poche, le cadeau de Noël, le cadeau d'anniversaire de la grand-mère, etc. Tout ça, ça passe en priorité dans le jeu vidéo. Et cette passion, la presse l'a vite repérée. Une dizaine de titres attisent la fièvre de 750 000 lecteurs qui dévorent chaque mois la rubrique test. On peut faire plein de fautes d'orthographe dans une ligne, ça va pas gêner. On peut mettre une photo un peu de travers, il n'y a pas de problème. Mais si on fait une erreur en disant que, par exemple, il y a 5 coups spéciaux, un personnage a 5 coups spéciaux et qu'en fait il y en a 6, là on reçoit 1000 lettres le lendemain. Voilà, donc là c'est la salle où on teste tous les jeux. Alors on a toutes les machines, on a tous les jeux à peu près qui arrivent. C'est vraiment l'endroit qui fait fantasmer beaucoup de monde. Tous les jeunes, enfin tous les jeunes garçons en tout cas, sont vraiment, c'est leur rêve, on le sent dans leur courrier, dans leur téléphone. La question toujours c'est comment on devient testeur de jeux. Là c'est la PlayStation, la Sony. On a la Memory Card, la PlayStation qui est là. On a Mortal Kombat 3, FIFA, on a la Super Nintendo, là on en a pas beaucoup devant nous. Donc là on a la Super Nintendo, sinon on a ce jeu là. On a un pistolet, donc sur l'écran on tire et puis on tue les canards. Julien et Sébastien, 12 et 14 ans, chaque année, leurs parents dépensent environ 2500 francs pour les approvisionner. C'est tout juste la moyenne relevée dans chaque foyer français touché par la vidéomania. Regardez ce qui va se passer. Vous jouez souvent? Oui, souvent. Dès qu'on a fini notre devoir, on se douche, on mange. Toute la soirée, on est sur la console. Voilà, donc là, j'ai mis un autre but. Comme ça fait plus longtemps qu'on n'a pas joué, mais on joue souvent sinon à Tekken, Mortal Kombat 3, au CD de démo, il est pas mal, ou sinon on va louer des jeux en bas à Bonus Game. Ça, ils n'y ont jamais joué, pourtant il y a seulement 20 ans, ce jeu a fasciné la première génération d'accros vidéo. C'était en 1976, le fruit du bidouillage d'un ingénieur en électronique. À cette époque, des millions d'adolescents succombent à ce tennis encore très primitif. Avec quelques dizaines de milliers de francs investis en recherche, la firme américaine Atari décroche le jackpot. Succès faramineux, des croissances à 3 chiffres de manière, répétée, non pas sur une année, mais sur 4-5 ans, effectivement. Oui, mais voilà, la technologie du jeu évolue à toute vitesse. Atari rate le virage du progrès. Le géant pesait autant de sa splendeur, aussi lourd que des firmes comme Pepsi Cola. Il s'effondre et disparaît en quelques années face à la concurrence japonaise. C'est des marchés qui augmentent de manière colossale en quelques années, mais qui peuvent aussi se retourner et redescendre très rapidement. Effectivement, en 83, je crois que le bénéfice net de la société est de l'ordre de 280 millions de dollars. Bon, c'est formidable, tout le monde est content, etc. Malheureusement, l'année suivante, ils ont perdu plus que 300 millions de dollars perdus. Et là, on voit pourquoi Atari a perdu et disparu. Ici, c'est le jeu qu'ils ont développé sur la Formule 1 au début des années 80. Voilà maintenant la réponse des ingénieurs japonais. En quelques dizaines de mois, les versions se succèdent avec un graphisme de plus en plus soigné. En 87-88, le réalisme progresse encore. On est carrément au volant du bolide. On vous passe les autres étapes, voilà enfin la Formule 1 version 96.
Les progrès technologiques sont stupéfiants, le joueur devient l'acteur des courses qu'il suit d'habitude le dimanche à la télé. Changement de caméra, vraie marque de voiture, nom de pilote. Le temps du jeu, il se glisse dans la combinaison des Schumacher, Hill ou Alesi. Aujourd'hui, le Made in Japan règne sans partage sur le marché des consoles. Maintenant, c'est une guerre entre Japonais. C'est clair, maintenant, il y a Sega, Nintendo et Sony. Et en ce moment, c'est Sony qui domine le match à 3 des géants japonais. Depuis un an, sa console fait un malheur. Elle monopolise près de 80% de parts de marché. Dans une boutique, on s'en rend compte au premier coup d'œil. On peut voir qu'il est en tête du magasin et c'est le plus grand rayon. Il fait environ 11 meubles. En vente, c'est la moitié du chiffre d'affaires du magasin. On vend environ une Saturn pour à peu près 10 PlayStation. Au-delà des performances techniques de ces machines, ce qui fait la différence, c'est le nombre et la qualité des jeux qui les alimentent. Une bonne console sans bon jeu, c'est l'échec commercial assuré. Dès le lancement, Sony a dit on ne lance pas de console si jamais on n'a pas les jeux qui vont avec. Ça, c'était vraiment une donnée de base, on aurait retardé tant qu'il fallait à partir du moment où il fallait avoir le catalogue. C'est donc bien sur le jeu que se porte aujourd'hui l'affrontement entre les grands groupes. Sony, Nintendo ou Sega conçoivent très peu leur propre programme. Ils chargent des studios spécialisés de développer les produits à succès. On en trouve au Japon, aux États-Unis et en Europe. À Paris, Sony est installé juste en face d'un de ses plus gros fournisseurs. Ici, c'est Psygnosis, l'une des 5 grandes boîtes européennes de conception. 150 créateurs travaillent entre l'Angleterre et la France. Formule 1, foot, ils ont fourni 3 ou 4 jeux vedettes de la console Sony. Fini le temps du bidouillage. Aujourd'hui, pour concevoir un bon jeu, on y met le budget d'un film de cinéma. Un jeu est un investissement extrêmement lourd puisque, selon le type de jeu, les coûts de développement représentent entre 5 et 10 millions de francs. Si on prend Formula 1 par exemple, c'est un budget de plus de 10 millions de francs, donc c'est un budget extrêmement important. Il faut aussi quantifier ça en termes de temps, parce que faire un jeu, c'est très long, ça demande la mobilisation d'équipes extrêmement performantes pendant beaucoup de temps. Par exemple, Adidas Power Soccer, qui est un jeu de foot, a nécessité plus de 18 mois de développement pour une équipe de 10 personnes. Il reste à terre. En voilà 2 qui ne passeront pas leurs vacances ensemble. Aïe, c'est dangereux. Voilà le petit plus des jeux de foot dernière génération. Le commentaire façon Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. Et oui, ce gardien est un véritable mur. C'est peu de le dire. On a un peu décidé de faire des commentaires originaux à notre sauce à nous, tout en restant donc avec tous les stéréotypes du commentateur sportif. Ça, c'est pour la finition. Le gros travail s'est évidemment passé sur ordinateur. Pendant 1 an et demi, il a fallu créer et animer chaque joueur évoluant sur la pelouse virtuelle. Toutes les attitudes du footballeur ont été enregistrées grâce à un athlète en chair et en os. L'ordinateur les a captées dans le moindre détail avant de fabriquer ses répliques de champions. Comme à la parade. Et oui. Vendu à 650 000 exemplaires en l'espace d'1 an, ce jeu de foot est un succès. Ça n'empêche pas ses concepteurs de travailler encore à son amélioration. Sur la prochaine version, le gardien prendra moins de buts. On a un petit problème avec les gardiens, c'est-à-dire que dans certaines conditions bien précises, on peut mettre un but automatiquement, tout le temps. Donc au bout d'un moment, à partir du moment où le joueur connaît le truc, il bat tout le monde, quoi. Et pour faire d'une passoire un gardien plus inspiré, la solution se trouve derrière toutes ces lignes de données informatiques. Pour l'instant, on n'a visiblement pas encore trouvé le bon programme. On y recule et hop, il a essayé de l'arrêter, mais c'est pas encore parfait. C'est un acteur, vous comprenez? Michel Ancel, profession concepteur de jeux. C'est le genre de cerveau que s'arrachent les studios de création. Lui travaille pour Ubisoft, un grand groupe français concurrent de Psygnosis. C'est à Montpellier qu'il a choisi de s'installer. Dans le prochain jeu, effectivement, il y aura une grande cité, quoi. On va certainement énormément s'inspirer sur les principes qu'il y a un peu d'architecture, les rues étroites, les arches. On va piquer là, des éléments, c'est évident, quoi. À 24 ans, le jeune homme a déjà conçu un hit mondial, 750 000 exemplaires vendus des aventures de Rayman, un petit personnage tout droit sorti de son imagination. Arrivée du chef dans le studio de développement. Ambiance studieuse.
Sous vos yeux au travail, un échantillon tout à fait représentatif de l'univers du jeu vidéo. Graphistes, programmeurs et développeurs, aucun n'a atteint la trentaine. Notez que ces grands gamins, qui conçoivent pour d'autres gamins, gagnent déjà relativement bien leur vie. Je pense qu'on a une moyenne de salaire qui doit être effectivement de 12 000 à 19, 20, parfois beaucoup plus, quoi. Ça dépend en fait de la position et du rôle de chacun. Lui, c'est 20 000 francs parce que c'est le chef, c'est aussi l'auteur de Rayman, et à ce titre, il touche 1 franc sur chaque jeu vendu. On en est à 750 000. À 24 ans, ça arrondit les fins de mois. Aujourd'hui, l'équipe travaille sur la suite de Rayman. On en est pour l'instant aux premières animations des personnages. Les progrès galopants de l'informatique font des miracles. Ça, c'est typiquement dans le jeu, après, ce qui permet aux personnages... et après, c'est géré par une intelligence, par une programmation qui agit sur les structures du personnage, qui permettent de lui faire tourner la tête si il doit suivre un personnage des yeux, par exemple. Les programmeurs ont accès au squelette du personnage et peuvent vraiment lui donner un mouvement interactif. Rayman 2 doit sortir d'ici 1 an, vraisemblablement sur console Sony ou Sega. Il vise la clientèle européenne, mais aussi américaine et japonaise. Vu le prix de développement, environ 10 millions, il faut viser tout de suite le marché mondial pour rentabiliser un jeu. Il faut se positionner au niveau mondial, il n'y a plus le choix maintenant. De toute façon, c'est clair, le projet va être en concurrence avec des produits mondiaux. Souvent, il y a des sociétés qui mettent des moyens complètement faramineux. On peut vite être écrasé en fait par toutes ces choses. Donc, il faut qu'on parte avec plus de créativité, avec d'autres arguments. Et la guerre mondiale est impitoyable en magasin. Sur des milliers de jeux édités chaque année, seuls quelques-uns trouvent le succès auprès du public. C'est un petit peu comme ce qui se passe dans le disque. Il y a vraiment un hit parade, il y a des titres qui vendent très très fort, qui sont tout en haut, qui vendent énormément. Puis il y en a quelques-uns qui vendent gentiment, et puis toute l'énorme majorité qui vendent presque rien. À part quelques gros hits qui tiennent la route pendant 3-4 mois, la plupart des jeux, au-delà du premier mois, chutent quand même d'une manière assez forte. On a l'exemple d'un jeu comme Fade to Black qui est sorti au début de l'été, qui a été un très très gros succès. Bon, on en vendait, disons, une 50aine par mois à peu près. Et puis donc ce jeu est sorti, Resident Evil, qui a pris 90% des ventes. Le gros carton là, de la rentrée sur le mois d'août et sur le mois de septembre. Aujourd'hui, Resident Evil a dépassé la barre des 500 000 ventes Europe. Fade to Black, difficilement celle des 100 000. Un lourd revers financier pour ses éditeurs. Ce jeu a coûté entre 10 et 12 millions d'euros. C'est presque le budget d'un film français. Et alors, il est évident que le retour sur investissement est assez délicat. C'est certain qu'avec un investissement à la base de cette importance, on ne peut pas faire des marges extraordinaires. C'est ce qu'on appelle un euphémisme. Avec 102 000 ventes, l'éditeur de Fade to Black affiche pour l'instant une perte sèche d'un peu plus de 7 millions de francs. Alors pourquoi tant de flops pour si peu de hits dans le marché du jeu vidéo ? Tout simplement parce que les jeux sont chers. L'adolescent débourse à chaque fois entre 350 et 400 francs. Forcément, il fait un choix et n'achète pas à tour de bras. Quand c'est l'adolescent qui vient, lui, acheter un jeu, on sent qu'effectivement pour lui c'est très cher. C'est pas accessible à tous, quoi. C'est beaucoup trop cher pour que tout le monde puisse l'offrir, voilà, pour qu'on puisse vraiment s'amuser. Ouais, franchement, il faut dire la vérité aussi, il y a des jeux, ils sont chers. Bien sûr, le prix élevé s'explique, vous l'avez vu, par la conception de plus en plus élaborée et forcément très coûteuse du produit. Ça s'explique aussi, et on le sait moins, par la grosse marge que réalisent les magasins sur le jeu vidéo. Ça va jusqu'à 25-28% au niveau de la marge globale du rayon jeux vidéo. 3 fois plus que sur les disques, vous avez bien entendu, près de 30% de marge, c'est environ 100 à 120 francs au profit des boutiques sur chaque article vendu. Le prix des jeux vidéo est assez cher parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas encore vraiment un marché de masse comme le disque est un marché de masse. Donc il faut quelque part récupérer ça sur le nombre d'exemplaires de jeux qui peuvent être vendus. On n'est peut-être pas dans un marché de masse, mais il s'est quand même vendu plus de 2 millions de jeux ces 12 derniers mois en France. Et si les commerçants peuvent se permettre de telles marges, c'est aussi parce qu'ils ont face à eux des ados complètement accros. Qu'est-ce que vous voulez pour Noël ? Bah, arracher des jeux. Des jeux. C'est les parents qui vont être contents.